Thank you all for being here. I have to hold it closer, I guess. Thank you for being here. I am Robert Bell. I'm professor at Brooklyn College in New York, professor of management, and former chair of the for many years, finance and business management department. I'm the author of a book, La Bulle Verte, which got some attention in France a few years ago, and co-author with this charming lady sitting next to me, Corinne Lepage, of Project Volt Gas Volt for the French energy transition. In fact, that was discussed in a panel 2 years ago at the Global Workshops Conference at UNESCO that year. I'm on the steering committee for the Planet Workshops, and we are here because I suggested to the gentleman sitting in the middle, the front row there, George Gendelman, who's one of the 2 co-founders of Planet Workshops. Last fall, I suggested a panel on another way to solve the global warming problem from the methods that were at the time and still are at the time the focus of discussion. I suggested tax sheltering investment in renewable energy. And then I subsequently published an article on that in La Croix and another one a few months later in Le Monde. I'll tell you a bit more about that idea after I have introduced our really amazing panelists, whom I will introduce now in strictly following diplomatic protocol. Right in the middle, we are honored to have Monsieur le Ministre Abdoulaye Baldé. He's Minister of the Environment and Sustainable Development of Senegal. An economist by education, he was, between 2001 and 2009, the head of the Office of the President of the Republic of Senegal. And then, for 2009 and 2010, he was Minister of the Armed Forces. He has been elected, beginning in 2009, also a mayor of a town, which I will now mangle the name, Ziguinchor, in 2009, and re-elected in 2014. We could not have, it would be impossible to have on this panel someone more pertinent for the question of investment of renewable energy in Africa than this minister. In just a few days ago, it was reported in Seneweb, News on Senegal, just a few days ago, he spent, after 2 days meeting with Prime Minister Dione of Senegal, he then announced that Senegal should prepare itself to accredit private banks in order to mobilize the financing that's going to be required in the face of the climate catastrophe. He's also spoken out quite forcefully on the degradation of the soil and the resulting increase in what amounts to climate refugees who come from the most vulnerable segments of the population of Senegal. Now, we all know that global warming is going to hit coastal areas the hardest. It's going to hit poor people the most, and poor countries struggling to achieve development the hardest. Senegal meets all 3 criteria. So we will have a discussion of how rich countries
are responding to the needs of poorer ones and what poorer ones might be able to do maybe without the help of rich ones. Now, following in diplomatic protocol, I go now to my friend Corinne Lepage. Now, everyone here knows Corinne. She, when Minister of the Environment in the Juppé government, she stopped Superphénix. Now that's of particular interest to me because I wrote a great deal about the folly of Superphénix in my book Les péchés capitaux de la haute technologie, published by Éditions de Seuil in 1998. Corinne has written a number of books, but her most recent work, I'm holding up here, is a report that she did for Ségolène Royal on transition écologique. I haven't read the whole report. I've only read, in fact, just one page of it that she pointed out to me, which dealt with a fund that was in our project. The name of the report is L'économie du Nouveau Monde. The name of the fund, well, I don't have the name, but it was based on a fund that was in our joint project, Project Volt Gas Volt, which was named then the Intergenerational Regeneration Fund, and it was also named the Green Redemption Fund, which was based on a fund I had proposed at the G20 in Seoul a few years ago. Corinne and her husband, who is maybe, I don't know if Christian Hublot is here, maybe not. They are lawyers in Paris fighting for good causes. Many, perhaps most of them, environmental. She has actually won some very significant cases. So, now we go to Ahmed Baroudi, who is sitting over there at the end. He is the general manager now of SIE, which is the biggest governmental green fund in Morocco, and a few years ago was the biggest governmental green fund in Africa. It may still be, he's not sure. We talked about it last night. There may be some others that are of the same size or bigger at this moment. He knows, I spent some time with, before he took that job, he lived for 30 years in France, and he was in high-tech industries. He was in telecoms and space industry and certain aspects of aviation. So he knows high-tech organizations as well as anybody in this room. And he understands the issues of innovation and investment in innovative projects. Of course, green projects are inherently innovative projects. That's where we are at this moment. Okay, and that leaves Christian de Pertuis, who is a professor, this is his most recent book, at University of Paris Dauphine. In fact, he is the founding chair of the economic of green economics, essentially. He is the author of a number of books, including this one, Le climat à quel prix? Les négociations climatiques. Now, I read this book. You can see it's got some post-its on it, and I strongly recommend it to you. It's an amazingly good analysis of how we got into the current mess that we're in, including all of the previous negotiations leading up to COP21 in December of this year in Paris. It's a terrific book. I don't actually agree with his solution
and that will maybe lead to an interesting discussion here. But I certainly agree with his analysis of how we got here. And what he's proposing is completely complementary to what I will be proposing. Okay, now let me tell you what it is that I'm proposing. This panel is about tax sheltering renewable energy investment. I believe that the current strategies of punishing CO2 emissions is simply not the solution. And the reason is simple. It hasn't worked. We're in this terrible mess now, this terrible climate crisis, and the approach we have used just hasn't worked. We tried one way to use the concept, the polluter pays, and it's morally correct, the concept, the polluter pays. There's no question about it. It just hasn't been effective. We tried it with cap and trade, and it didn't work. It may have worked for some smaller things, but it hasn't worked for the big one, global warming. Cap and trade would have combined the integrity of markets with the efficiency of, the integrity of governments with the efficiency of markets. But we got the opposite. We got the efficiency of governments and the integrity of markets. So the price put on carbon became a joke. It was in a range of 5 to 7 euros. Now, Professor de Pertuis sincerely believes we can learn from those mistakes and make the system work. He even proposes combining cap and trade with a carbon tax to produce a global bonus malus system. And if he's right, great, because what I'm proposing would simply be complementary to his proposal. So we would simply get out of carbon faster. But if cap and trade doesn't work, that only leaves, if we're making the polluter pay, that only leaves a carbon tax to punish fossil fuel use. Good luck. Setting aside Sweden, a leader of any major country that implements it usually needs to find another line of work very quickly. We've seen that literally in Australia, and we've seen a back down from that in France, not just by this current government, but by the previous one. Punishing, by and large, hasn't worked. So let's try something else. What I'm proposing is we should simply reward what we want rather than punish what we don't want. Tax shelters really do work, even sometimes illicitly, but they work. They illicitly. We all remember Apple's double Irish and Mr. Juncker's questionable activities in Luxembourg. But they worked. They worked for the internet, for cell phones, for e-commerce. Why not for saving the planet from global warming? And here's why they work. It's very, very simple. Cutting investment taxes simply provides huge leverage. A relatively small cut in tax revenue produces massive flows of private investment money, and without adding any new complicated intermediaries. Cap and trade and even carbon taxes add intermediaries. They are the anti-leverage. Okay. I want to give you an example of where taxes have worked. Cutting taxes have worked. There are many examples of it by KPMG, but I want to give you one example, and then we'll go on with the panel. I've written about it in Les Echos and La Tribune. The shale gas boom in the United States is largely of the result of the leverage from a tax dodge dating back to 1916, allowing total depreciation of the whole in the fiscal year it was drilled. And as a result, the CEO of one of the main drillers, Chesapeake Energy, a couple of years ago,
proudly proclaimed that his company had drilled and fracked 16,000 holes starting in 1989. With the accelerated depreciation and a couple of other tax gimmicks, the U.S. got its shale gas boom, even though those companies, the shale gas company, drillers, paid no taxes. Okay. We'll go on now to the panel. Monsieur le Ministre, my skepticism of carbon trading is shared by others. Here's what the Pope said in his encyclical. The strategy of buying and selling carbon credits can lead to a new form of speculation which would not help reduce the emissions of polluting gases worldwide. This system seems to provide a quick and easy solution under the guise of a certain commitment to the environment, but in no way does it allow for the radical change which present circumstances require. Rather, it may simply become a ploy which permits maintaining the excessive consumption of some countries and sectors. Clearly, your country is not maintaining excessive consumption, but would you care to comment on what the Pope said? Voilà, merci Robert. Je suis très honoré de me retrouver ici en cet après-midi pour discuter d'un thème aussi crucial que les perspectives de détaxation pour une économie verte par rapport à l'énergie. Je pense que les questions de changement climatique, on ne le dira jamais assez, sont des questions préoccupantes pour les pays en voie de développement comme le Sénégal, qui est un pays sahélien, fortement menacé par la sécheresse, un pays côtier, fortement menacé par l'érosion côtière, un pays qui connaît des problèmes d'accès à l'énergie, un pays où la production énergétique est excessivement coûteuse. Et donc vous voyez aisément les problèmes que nous vivons au Sénégal. Aujourd'hui, seul à peine 54% des ménages accèdent à l'énergie. Environ 80 à 90% en milieu urbain, mais 24% en milieu rural. Ce qui veut dire que le fossé est énorme. Il y a un problème de justice entre le milieu urbain et le milieu rural. Donc déjà des problèmes d'équité se posent par rapport à cette problématique. Pour revenir de façon précise à votre question, le marché de carbone ne fonctionne pas et ne fonctionnera pas correctement. Parce que c'est un marché où il n'y a pas même un effort de tarification sur le plan international. Chacun va à sa guise, il y a un problème de tarification internationale et donc il y a un problème de marché, parce qu'un marché par consensus ou par définition, ça reflète les intentions des offreurs et des demandeurs. Et donc c'est un marché qui ne fonctionnera pas correctement, le marché carbone. Et donc pour nous, pays en voie de développement, nous sommes très timides par rapport à ce marché qui connaît un problème de développement. Alors, pour être beaucoup plus précis par rapport au cas du Sénégal, ce marché ne peut pas fonctionner parce que pour que ce type de marché fonctionne, même par rapport à la taxation, il faut un État fort et un contribuable faible. Or, dans ce cas, l'État, même s'il est fort, en tout cas notre administration fiscale n'est pas très forte, et le contribuable, c'est des groupes comme Total, qui ne sont pas faibles. Et donc, de ce point de vue, il ne peut pas fonctionner correctement parce qu'il y a des distorsions, aussi bien du côté de l'offreur que du côté du demandeur. Et donc, c'est pour cela que nous pensons que ce n'est pas la solution viable pour le changement climatique et pour ces effets qui nous frappent de plein fouet, étant entendu que nous sommes, nous, de faibles pollueurs.
toute l'Afrique, c'est 4%. C'est-à-dire si on éliminait toute l'Afrique de la carte du monde, le réchauffement climatique allait continuer de plus belle. Et donc, pour nous, effectivement, la solution à long terme, peut-être nous allons y revenir, ce sont les énergies renouvelables. Mais nous accédons, nous ne produisons qu'à peine 1%, moins d'1% même, d'énergie renouvelable. Au Sénégal, on s'est essayé avec les énergies photovoltaïques, à peine 1%, alors que nous sommes un pays fortement ensoleillé. Le Sénégal a 2 grands fleuves qui irriguent le pays. Et j'ai dit tantôt que nous avons une côte de 700 km. Et un pays où le vent aussi souffle et souffle fortement. Et donc les conditions sont réunies pour aller vers une transition verte. Mais il y a d'énormes goulots d'étranglement, tant sur le plan juridique que sur le plan économique et financier. Donc il y a des contraintes de tous ordres par rapport, en tout cas, au marché carbone et par rapport, globalement, par rapport aux politiques fiscales pour rendre l'énergie verte disponible à moindre coût. Nous allons peut-être revenir par rapport à d'autres enjeux, notamment la question du transfert de technologie et la question du financement. Voilà ce que je voudrais dire par rapport à ça. I would like to follow up on that a little bit. One way that detaxing energy, making energy tax sheltered in Europe, for example, or even North America if the US participated in this, would be the company that gets the tax break would have to invest a certain amount, perhaps 10%, in developing countries, where they would also get the tax break in the home country, but they would have to get the tax break in the country in which they're investing as well. This would be, it's just I'm curious what you think of this idea, because again, there are no layers added. The problem with cap and trade and carbon taxes is that there are these intermediaries. But if the companies could directly invest, and in order to get the tax break in the rich country, they had to invest in a not so rich country, some percentage. I just wonder what you think of that concept, whether you think that's a viable approach. Oui, c'est un concept sur le plan théorique qui peut être viable, mais sur le plan pratique, il y a des limites objectives. Déjà la régulation. Alors les incitations et le contrôle par rapport à ces entreprises qui doivent investir dans les pays en développement. Ces choix seront discutables. Quel pays va bénéficier en priorité? Quel type d'investissement? Est-ce que c'est l'équipement qui va être visé, l'équipement de production, ou c'est quel type d'investissement qui va être visé? Et donc, à ce niveau, il n'est pas clair, il n'est pas précis. Et donc, sur le plan théorique, ça peut enchanter, mais sur le plan pratique, comme j'ai dit tantôt, qu'il y a des contraintes, même d'ordre juridique. Il y a que nos administrations encore fiscales, je l'ai évoqué, sont faibles, globalement, il faut le dire. Et donc, ces incitations peuvent ne pas marcher. Est-ce que, même si c'est l'équipement qui est visé, le capital, est-ce que cette charge peut être transférée sur le coût du travail? Est-ce que c'est la valeur ajoutée qui va être visée, etc., etc. Il y a une série de questions qui ne sont pas encore élucidées. Et je pense que globalement, cette approche, en tout cas pour moi, elle connaît des limites objectives, tant sur le plan juridique que sur le plan économique. Yes, well, of course, the country receiving the investment would have to have some kind of treaty arrangement with the country giving the investment. But the thing about the current system is that it's an attempt at a global system through the United Nations, and we will be hearing that from Professor Deportui. That's really having a lot of problems at this time. So
I don't know. We will get back to that. Thank you. Corinne. I think you'll need... I can understand, Okay. I think. Corinne, the concept that the polluter pays could work, maybe, for strong people holding sway over weak people. But we, that is, the people in this room, we're the weak ones. The oil companies are the strong ones. We actually believe that in a systematic way, we can make them pay. Now, I'm addressing this, I mean, that's a real question. I don't see how we can. I'm addressing this to you because actually you did make them pay in at least one, I think two notable cases. So, but you're also a political figure. You know what the forces of lobbies are within governments in many different parties. Is it viable, in your view, to establish a system to sort of force the most powerful organizations on the planet to pay up? Or wouldn't it be better to try to get a system where they joined in the solution instead of fighting the solution? Do you have any comment on that? Because that's what I'm proposing with making it tax-free. Merci, merci de cette question, Robert, qui n'est pas vraiment tout à fait simple. En fait, nous sommes à la recherche d'une vérité des prix et d'une vérité des prix au niveau mondial. Comme Monsieur le ministre vient de le rappeler, pour arriver à un système qui tienne la route, il faut un État fort et des contribuables faibles. Or, il n'y a pas d'État mondial, parce qu'on ne peut pas tout à fait considérer que l'ONU soit un État mondial, au moins à ce niveau-là. Et les multinationales sont des contributeurs extrêmement puissants. Pas seulement au Sénégal, Monsieur le ministre, je vous rassure. Donc, l'idée que je soutiens, parce que effectivement, on a besoin d'une taxe carbone au niveau mondial, c'est à ça qu'il faudra arriver. C'est une idée qui est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Et pour avoir été pendant 5 ans au Parlement européen, j'ai vu combien même au niveau européen, c'était extrêmement difficile. Notre système n'est pas du tout satisfaisant, c'est une mascarade. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, Robert, en parlant du prix du carbone. Effectivement, à 5 €, ça n'a aucun sens. À 7 non plus d'ailleurs, puisqu'il faudrait au moins 30 pour qu'il y ait un début de rentabilité et 100 pour que ça soit un prix à peu près correspondant à la vérité du coût. Et lorsqu'il s'est agi de réduire le nombre de crédits carbone qui étaient en circulation, on a dû s'y reprendre à 2 fois. La première fois, ça n'a pas fonctionné. Donc, je crois qu'il faut être très pragmatique. Et c'est la raison pour laquelle toutes les solutions qui peuvent aller dans le sens, effectivement, d'un plus juste prix, et pour parler de manière un peu pompeuse, d'une internalisation des coûts externes, est une solution bonne à prendre, quelle qu'elle soit, à mon sens. Et plus on en aura sur la table, et mieux ce sera. Derrière cela, il y a, à mon sens, 2 sujets. Le premier, c'est la question du contre-pouvoir. C'était indirectement dans votre discours, Monsieur le ministre, la question du contre-pouvoir. Quel contre-pouvoir par rapport à cette économie de l'ancien monde, c'est-à-dire l'économie pétrolière, de manière précisément à pouvoir rééquilibrer les choses et à arriver à une vérité des prix. Les pistes, à mon sens, sont probablement nombreuses, mais enfin j'en vois 2 majeures. La première, c'est leurs concurrents, c'est les producteurs d'énergie renouvelable. Et je pense que nous avons là des alliés de grand poids, tout simplement parce qu'avec la baisse drastique du prix de l'électricité produite par le renouvelable, on va assez vite arriver, on voit aujourd'hui des grandes usines comme celle qui est montée dans le Texas, on est à 4 centimes du kilowattheure, c'est-à-dire quasiment le prix du charbon, ce qui veut dire que si on continue sur cette lancée, et dans un pays comme le Sénégal, je ne vois pas pourquoi il y aurait moins d'ensoleillement que dans le Texas, je ne connais pas, mais je pense que ça ne doit pas être très 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 différent.
eh bien, le marché va faire le ménage, si je puis dire. C'est-à-dire, tout simplement, on va arriver à des prix qui seront plus que concurrentiels avec le renouvelable. Et donc, il y aura un intérêt d'investissement, je dirais, immédiat, parce que c'est moins cher. Et donc, c'est beaucoup plus rentable. Là, je crois qu'on a quand même une source d'espoir considérable. La seconde est une réflexion sur la possibilité ou non, pour les pays du Sud, de faire pour l'électricité ce qui a été fait pour le téléphone. Je trouve extraordinaire la manière dont les pays du Sud ont fait l'impasse, si je puis dire, sur des infrastructures lourdes et fixes pour passer directement au portable. C'est vrai en Afrique, c'est vrai en Asie du Sud-Est. Ça a été rendu possible comment ? Eh bien, parce que y a eu d'abord des entreprises qui ont mis au point des technologies extrêmement bon marché, et parce qu'il y a des microfinancements qui ont pu se mettre en place. Ma question, mon interrogation et mon observation, c'est de dire est-ce qu'on ne peut pas, au moins pour ce qui est de l'accès à l'électricité pour les ménages, raisonner par analogie et trouver des montages de systèmes pour l'électricité comparables à ceux qu'on a été capable de mettre en place pour le portable. Parce que nous sommes 3,5 milliards ou 4 milliards d'humains, de terriens à disposer d'un portable, il n'y a pas 4 milliards de terriens qui ont une ligne fixe, c'est pas vrai. Il y en a peut-être 1 milliard, 800 millions, j'en sais rien. Donc, est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose avec l'électricité et bien sûr renouvelable? Et là, je dirais que le contre-pouvoir, il est là aussi. C'est-à-dire, il est dans la capacité de donner aux gens les moyens d'accéder à bas prix à de l'électricité et donc de constituer progressivement ce contre-pouvoir dont on a besoin par rapport à ceux qui veulent continuer, qui sont addicts en quelque sorte, parce que c'est leur intérêt. Bon, c'est légitime, on peut le comprendre, mais ce n'est pas l'intérêt de l'humanité. Qui sont addicts aux ressources fissiles et fossiles, parce que pour moi, tout ça fait partie du XXe et non pas du XXIe siècle. Voilà un peu la manière dont je vois les choses, et je pense que c'est sur cette voie-là qu'il faut essayer de travailler. Donc c'est de la technologie. Et là, je vous rejoins sur, effectivement, les transferts de technologie. C'est de la technologie et c'est des sources de financement nombreuses. Et puis, tout ce qu'on peut trouver, en étant très pragmatique, sur les prix. Alors, Robert, tu n'es pas, toi, pour... tu es pour réduire, voire supprimer complètement la taxation de l'investissement. Bon, il y a beaucoup de solutions. Dans le rapport dont tu parlais tout à l'heure, on a imaginé de jouer aussi avec la TVA et d'aller vers une TVA circulaire qui permettrait effectivement d'avoir une TVA différenciée en fonction de la manière dont le produit a été fabriqué, qu'il s'agisse de l'accès aux matières premières, parce qu'il n'y a pas que le carbone. Le carbone, c'est très important, mais il n'y a pas que ça. L'accès aux matières premières, c'est-à-dire de la matière première réutilisée, recyclée, et la consommation énergétique. Donc je crois qu'il faut vraiment essayer de faire feu de tout bois, en étant très pragmatique, aussi peu idéologique que possible, pour aboutir à ce changement de système dont nous avons besoin de manière extrêmement rapide. Thanks very much, Corinne. Okay. Dr. Baroudi, the solution appears to me to the current crisis to be switching investment from fossil fuels to renewables. Right now, according to the International Energy Agency, roughly $1 trillion a year is invested every year in fossil fuels. In everything, whether it's trading paper back and forth concerning fossil fuels, but fossil fuels. And the total investment for renewable energy, $250 billion, maybe $270 billion. So it's a ratio of 1 to 4. I call that the hope-doom ratio in an article in Le Monde. Do you think that that we can get the kind of money that's necessary? The International Energy Agency says, in fact, we need $1 trillion, which is it's basically the $1 trillion going into fossil fuels. Do you think that current
money from government programs is going to get us there. Oui, merci Robert. D'abord, je voudrais te remercier de m'avoir d'avoir pensé à moi et de m'avoir proposé de venir ici. J'en suis très heureux. Tout d'abord, je commencerai par un mot qui a été dit par notre ministre de l'Environnement. Elle a dit que, en tant que Marocain, que le Maroc s'inscrit dans une logique de partage et d'ouverture en pensant très fortement Afrique. Aujourd'hui, le Maroc est résolument orienté comme ça, d'une façon très profonde. Et d'ailleurs, nous travaillons dans cet esprit-là dans le cadre de la COP21 et de la COP22 aujourd'hui ensemble. Je commencerai par présenter en quelques mots ce que nous faisons, c'est-à-dire la fameuse SIE ou la Société d'investissement énergétique. C'est une société de l'État, c'est la société qui est en charge de promouvoir et d'impulser surtout l'investissement dans les énergies renouvelables et dans l'efficacité énergétique dans le pays. Nous avons travaillé à soutenir et à lancer les programmes nationaux, programme solaire marocain, programme éolien marocain. Aujourd'hui, ça c'est, comme on dit, c'est on the track, c'est parti. Et aujourd'hui, notre ingénierie travaille sur les petites capacités, c'est-à-dire dans le photovoltaïque, on cherche à démocratiser l'utilisation du PV, c'est-à-dire des mini-centrales distribuées sur tout le territoire, du PV sur toiture, de l'autoproduction, de la valorisation énergétique de déchets, des micro-centrales hydrauliques, extrêmement, je veux dire, les capacités et les potentiels sont importants, notamment en milieu rural où il y a des besoins extrêmement importants. De l'efficacité énergétique, on a lancé l'éclairage public au Maroc, on l'a structuré à travers un modèle qui n'a pas été simple à mettre en place, mais aujourd'hui c'est lancé, c'est définitivement lancé. Les bâtiments publics aussi, nous engageons des programmes importants d'investissement dans les bâtiments publics parce que l'État doit donner l'exemple. Je considère que c'est extrêmement important. Il doit impulser le marché, doit préparer le terrain pour l'investissement privé. Et bien entendu, à chaque fois que ça a du sens, eh bien, on développe les chaînes de valeur industrielles. Mais il faut que ça ait du sens. Ce n'est pas toujours systématique. Tout ça, on le fait en coopération avec les acteurs financiers. Je me suis beaucoup rapproché des banques commerciales. C'est important que les banques commerciales s'impliquent là-dedans. Et en particulier, je voudrais influencer leur appréciation du risque. C'est très important parce que c'est comme ça que les financements seront accessibles à l'investisseur privé d'une façon plus aisée et que donc les projets deviendront accessibles et possibles. On travaille aussi avec les banques internationales, les bailleurs de fonds et puis les fonds d'investissement privés nationaux et internationaux. D'une manière générale, notre rôle, c'est d'être un catalyseur, un facilitateur, faire en sorte que l'investissement privé prenne place. Et une fois que c'est fait, notre rôle est terminé. Idéalement, on devrait fermer notre porte le plus rapidement possible. On est simplement un facilitateur. Voilà qui on est et notre rôle. Maintenant, pour revenir à ta question, en matière de capacité de financement, effectivement, beaucoup de financements vont et sont dévolus depuis des années d'ailleurs aux énergies fossiles, trop peu aux énergies renouvelables et aux énergies nouvelles d'une manière générale. Et je pense qu'il y a un certain nombre de mesures et de solutions qui peuvent être appliquées et qui permettraient à ces fonds qui sont extrêmement importants de transvaser, de faire un petit peu les vases communicants vers les renouvelables et les nouvelles technologies. Une des solutions que tu as déjà citées maintes fois, c'est évidemment la taxation. Typiquement, détaxer, parce que je ne vois pas l'utilité. On ne peut pas d'un côté vouloir promouvoir et encourager et soutenir des énergies renouvelables et en même temps leur maintenir un niveau de taxation élevé. C'est contradictoire. Donc il faut détaxer les énergies renouvelables
Et ce manque à gagner de l'État, car l'État est gestionnaire d'un pays, donc il doit assurer les équilibres, progressivement faire un petit peu de vase communicant vers tout ce qui est fossile, au fur et à mesure que les renouvelables prennent place. Et en même temps, au fur et à mesure que les renouvelables prennent place, ils pourront être taxés, mais lorsqu'ils seront opérationnels réellement, et lorsqu'ils fourniront le service et généreront les réels gains escomptés à terminaison. Donc il y a une péréquation à gérer, et je pense que ça a du sens d'opérer, de faire les choses comme ça. Voilà, ça c'est pour répondre à ta question directe. Thank you so much. We'll continue in a minute. Professor de Pertuis, a few weeks ago in Paris, 6 fossil fuel companies, executives, including BP and Shell, signed a joint, I mention them because they've just spent billions on, Shell has just announced that it's going to drill in where they shouldn't be drilling in the north of Alaska. They'll spend $8 billion on that before the end of this year. And BP has just announced a huge settlement with the US government for the mess they made in the Gulf of Mexico a few years ago, and adding $18 billion to the amount they were already paying out, $54 billion. All right. These executives just signed a joint request for a price on carbon. The PDG of Total suggested $40 per ton of CO2. The idea is that this would replace coal by natural gas, the natural gas produced by the 6 companies that signed the deal. Wouldn't their carbon tax just keep them pumping their natural gas produced CO2 in the air longer? And do we have time for this kind of an issue? Just to give a time frame, the Saudi oil minister just a few weeks ago said, Ali Al-Naimi said that his country in 25 to 35 years will no longer be burning oil internally and will be exporting solar power. So even he figures they're going to get out of oil. Does a carbon tax system or a cap and trade system, which takes some years, according to your book, to implement, isn't that taking too long, given the magnitude of the crisis, and that some people in the oil industry think they're going to be out of that business anyway? Bien, merci beaucoup Robert. Je voudrais d'abord peut-être souligner les points de convergence entre nous avant de souligner les points de divergence. Je pense qu'on est tous bien conscients ici que si on ne trouve pas des instruments économiques qui permettent d'aller beaucoup plus rapidement dans la décarbonation de nos économies, de nos sociétés, on ne sera pas dans le rythme qui est donné par les recommandations du GIEC pour viser une trajectoire à 2 degrés. Ma conviction, c'est qu'en dépit de toutes les difficultés qu'on a rencontrées depuis 20 ans à mettre en place une tarification du carbone via les taxes ou via les cap and trade, l'enjeu majeur de la COP 21, c'est précisément de voir si on peut avoir une accélération de la tarification du carbone au plan international. Et je ne crois pas, en toute amitié, que des systèmes de détaxation du renouvelable puissent se substituer à une mécanique de tarification du carbone. Pourquoi ? Parce que ce qui est en jeu, c'est la valeur que nous donnons collectivement à un bien collectif qui s'appelle le climat. Cette valeur du bien collectif que nous donnons au climat, le climat à quel prix, c'est le titre de mon ouvrage, je crois qu'elle dépend d'un mécanisme fondamental de donner dans les prix le coût des dommages climatiques que font nos émissions. Et toute la difficulté de la tarification du carbone, c'est de gérer les effets de distribution. Je prends un exemple
à une échelle nationale, que je connais un peu, puisque j'ai présidé le comité pour la fiscalité écologique en France. La difficulté de mettre en place une taxe carbone en France, c'est beaucoup moins de s'accorder sur un niveau de prix que de s'accorder sur les redistributions entre acteurs de l'économie. Au plan international, la vraie difficulté de la tarification du carbone, c'est de voir si on peut utiliser ce prix international du carbone. Et pour moi, le fait qu'on y arrive par un cap and trade ou par une taxe, c'est une question de second rang. La question primordiale, c'est de mettre un prix à cette valeur climatique. C'est comment est-ce qu'on peut utiliser ce prix qu'on va mettre au carbone pour faire les bonnes redistributions et les bonnes incitations vers un accord universel. De ce point de vue-là, nous avons deux propositions à la chaire économie du climat. La première, c'est de mettre en place un système de bonus-malus carbone international qui fonctionnerait d'une façon très simple et sur une règle très simple. La règle, c'est l'égalité des citoyens du monde à émettre du CO2. L'application de cette règle, c'est de classer les pays par rapport au niveau d'émissions moyen par habitant, à peu près 6 tonnes d'équivalent CO2. Un pays émet 10, il doit payer un malus, une taxe affectée de 10 moins 6 multiplié par le nombre d'habitants. Un pays comme le Sénégal, ou comme, je ne sais pas très bien où sont le Maroc en termes de chiffres, émet moins que la moyenne par habitant. Il a une créance sur les autres, il a le droit à un bonus. Est-ce que ce droit est inconditionnel? Il est au moins soumis à une condition de rentrer dans l'accord international et de rentrer dans le système qu'on appelle le système de monitoring, reporting, verification au niveau international. Et je crois que si on arrive à convaincre les différents acteurs autour de la table qu'on peut mettre en place cette redistribution depuis les gros pays émetteurs vers les pays faiblement émetteurs, on a une clé importante pour un accord climatique qui doit être entre gouvernements. Et ce n'est pas la question des compagnies pétrolières, c'est vraiment ce qui se négocie à la COP 21, c'est bien un accord universel entre les gouvernements. Deuxième point, est-ce que, je vais répondre maintenant à ta question, est-ce qu'on a le temps de mettre en place une taxe carbone internationale compte tenu des délais? Moi je réponds, ce sera beaucoup plus long. Ce sera beaucoup plus long si on procède par réduction des taxes vers les renouvelables. Pourquoi est-ce que ce sera beaucoup plus long? D'abord parce qu'il y a une très grosse différence entre taxer une externalité et donner des subventions. Taxer une externalité, ça rapporte de l'argent. Donc ça permet de contribuer très rapidement à accroître les ressources, et notamment les ressources publiques, à disposition des investisseurs publics, ou à disposition des pays qui doivent faire face dès maintenant au début du dérèglement climatique, tout en ayant, vous l'avez dit Monsieur le Ministre, 24% de la population rurale qui n'a pas encore accès à des réseaux énergétiques. Donc je pense que la tarification du carbone, si elle s'accompagne des bons effets redistributifs, elle n'est pas pénalisante pour tous, elle est pénalisante seulement pour les gros émetteurs, et elle donne un extraordinaire levier d'accélération. C'est la raison pour laquelle, malgré tous les déboires qu'on a connus, et j'ai été le premier à les vivre, aussi bien sur le cap and trade en Europe que dans d'autres pays, que sur la taxation du carbone, je continue à penser que l'enjeu majeur de la COP 21, c'est bien de franchir un pas vers cette taxation internationale du carbone. But if I just may follow up on that, the European system, Europe is more or less an entity. It didn't work very well this past Sunday with Greece. How can, if this current system isn't working well in Europe, how, if we expand it to a global system, why do you think it would work any better? Concernant le cap and trade, le système du bonus-malus n'est pas un système de cap and trade. Hein. C'est un système de taxation avec une assiette très large et un taux très, très faible au démarrage pour amorcer. Le système du cap and trade en Europe, n'a pas bien fonctionné depuis 2011. Il a quand même eu des résultats intéressants entre 2005 et 2010.
on a deux problèmes, un problème politique et un problème de gouvernance. Ces deux sont un peu politiques. Le problème politique, c'est qu'en réalité, depuis 2011, les gouvernements européens ne font pas marcher le marché du carbone comme il devrait fonctionner. Et Corinne l'a dit tout à l'heure, c'est pas que le marché fonctionne mal, c'est que le leadership politique n'ose pas restreindre les quotas en circulation. C'est un problème. Deuxième point, c'est un problème plus technique. Je pense qu'il y a un problème de gouvernance du marché européen, puisqu'on a quand même une gouvernance à 28 pays, ce qui n'est pas rien. Je rappelle que les écarts de développement entre les pays européens les plus riches et les pays les plus pauvres sont aujourd'hui plus élevés que l'écart moyen entre l'Union européenne et par exemple des pays émergents comme la Chine. Hein. Bon. Donc on a un problème de gouvernance de ce marché et je suis absolument convaincu qu'au plan européen comme au plan international, si on veut progresser vite sur ces problèmes de tarification du carbone, qu'on passe par des taxes, des parataxes ou par des cap and trade, il faudra trouver des systèmes de gouvernance innovants. Des systèmes de gouvernance innovants, ce sont des systèmes de gouvernance dans lesquels on mêle la capacité technique à gérer ces nouveaux instruments, qui sont, vous l'avez dit, parfois un peu compliqués, avec aussi un mandat dans lequel les autorités publiques, les gouvernements délèguent à ces autorités un certain pouvoir de gestion. Okay, thank you. Does anybody have any questions for anybody here before we throw it open to the people in the room? Moi, j'avais une question à Monsieur le ministre. Est-ce que le Sénégal a déposé ou compte déposer sa contribution nationale aux Nations Unies? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la façon dont un pays comme le Sénégal voit sa contribution à l'accord que j'espère nous atteindrons en décembre de cette année? C'est d'autant plus important que la COP de l'année suivante sera une COP africaine. Et je crois que le véritable succès de la COP 21, on ne le verra pas en décembre de cette année. Ça sera qu'est-ce qu'on pourra faire, qu'est-ce qu'on pourra construire l'année prochaine. Voilà, merci. Donc le Sénégal, effectivement, prépare bien sa contribution au national déterminé. Nous sommes dans le processus. La semaine dernière, nous avons tenu même une réunion interministérielle présidée par le Premier ministre pour voir un peu les contours de notre contribution par rapport à Paris. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que nous allons prendre des options qui consisteraient peut-être dans un premier temps en fonction de notre trajectoire, voir quels sont les efforts que nous pouvons faire en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et nous poserons sur la table un effort plus ambitieux, mais que nous mettrons sur la table pour dire, alors, si nos efforts internes ne peuvent être que de 10%, et nous pouvons aller, par exemple, jusqu'à 20% de réduction, mais à condition qu'on mette sur la table les questions de financement. Qui va nous accompagner pour arriver à 20%? Quel transfert de technologie on peut bénéficier? Alors, parce qu'en ligne de mire, ça c'est clair, nos objectifs quantitatifs de développement ne seront pas sacrifiés. Nous sommes faiblement émetteurs, mais nous participons globalement à l'effort de réduction des gaz à effet de serre. Mais je l'ai dit tantôt à quelqu'un que nous utilisons à court terme la production à base de charbon, d'électricité. Parce que nous avons un gros problème d'accès à l'énergie et son coût handicape l'économie. C'est un problème de compétitivité que nous avons. Donc, d'ailleurs, c'est pour rebondir un peu à la question de la taxation carbone. Nous sommes doublement pénalisés, même s'il y a une taxation carbone, par rapport déjà à nos importations. Le Sénégal importe, le chiffre peut-être ne vous dira rien, parce que c'est en francs CFA, près de 1000 milliards de francs CFA en pétrole pour faire tourner la machine en matière de production électrique. Et ça représente 57% des recettes d'exportation. Ce qui veut dire que sur 1 franc exporté, nous consacrons la moitié à importer du pétrole et rien ne reste pour l'investissement. Et donc c'est assez préoccupant et pourtant
nous devrons alimenter nos ménages parce que les risques politiques, les risques de soulèvement sont énormes. Nous sommes passés de 18 heures de délestage avant 2012 à aujourd'hui 6 heures de délestage. Et même ces 6 heures de délestage ne sont pas compréhensibles pour les populations. Et donc je pense que c'est un gros problème, ce qui m'amène à dire la taxation carbone va être insuffisante. Parce qu'on peut certes décourager la production d'énergie fossile, on peut décourager, mais ce qui est important, c'est qu'il faut inciter la production d'énergie renouvelable. Et je pense que c'est ça le chemin, inciter la production d'énergie renouvelable en détaxant l'équipement. Je pense que ça, c'est la voie pour nous. Et puis, discuter des questions de transfert de technologie. C'est une question éminemment du secteur privé. Et pour que notre secteur privé national puisse investir, il faut que cette technologie soit accessible. Cette technologie soit accessible. Donc ça, c'est un problème important pour nous, l'accès à la technologie. Aujourd'hui, les ménages qui utilisent l'énergie solaire, encore c'est encombrant. On utilise des plaques pour pouvoir allumer 1 à 2 lampes, 5, 6 plaques sur le toit de la maison. C'est encombrant, ça dénature. Finalement, ce n'est pas pour nous même la solution finalement. Voilà, merci. Thank you. Juste un complément d'information. Moi, je suis tout à fait d'accord. Il faut généraliser ces énergies renouvelables. Nous, on a suivi ça de très près depuis quelques années. Et ce n'est pas une chimère. Les renouvelables, par exemple le photovoltaïque, qui paraissait cher, aujourd'hui au Maroc est à la parité. On est à la parité. Pas besoin de subventionner. C'est ça qui est important. On n'a pas besoin de subventions pour lancer et déclencher des projets de photovoltaïque au Maroc. Quant à l'éolien, ça fait bien longtemps que la parité est dépassée. Ça fait bien longtemps. L'hydraulique, j'en parle pas, c'est très rentable par rapport à ça. Les technologies évoluent à vitesse grand V de différentes façons. D'abord, les panneaux photovoltaïques sont de plus en plus performants. Il y a des sauts technologiques qui sont en perspective aujourd'hui et qui permettront de réduire la surface nécessaire pour pouvoir produire la quantité d'énergie suffisante. Il y a aussi des technologies additionnelles nouvelles, comme par exemple l'utilisation des vitres, etc., par dépôt de couches minces, qui permettrait c'est du BIPV, qui permettrait de produire de l'énergie directement injectée dans le réseau domestique. Les Coréens sont extrêmement avancés là-dedans. Vous pouvez regarder chez LG, par exemple, chez Samsung aussi, etc. Ils ont des solutions prêtes sur l'étagère qui fonctionnent déjà. Tout ça pour dire que le renouvelable aujourd'hui n'est plus inaccessible. C'est pas vrai. Il faut qu'on fasse l'effort, mais ça doit être accompagné. Ça doit être accompagné de mesures très claires. Il faut des cadres réglementaires sérieux, bien clairs pour les investisseurs. Sinon, les investisseurs ne viendront pas. Donc ça, c'est la base de tout. C'est le cadre réglementaire. L'État doit avoir un rôle très important de régulateur, pas de régulateur, au moins d'arbitre. Ça, c'est important, mais il faut un régulateur. Il faut un régulateur dans le pays de l'énergie, un régulateur fort et indépendant. Sinon, c'est quasiment impossible d'y arriver s'il n'y a pas ce régulateur. Impossible. Et dernier point, encore moi je prêche pour ça, c'est le privé. Je ne crois pas en capacité de l'État, à l'État-providence pour venir et tout financer, ça je n'y crois nulle part. Par contre, il est important de créer les conditions pour que le privé investisse. Ça c'est important. Bien entendu, dans les règles très claires que chaque État doit instaurer et imposer d'une manière totalement souveraine. Thank you very much. I think there may be time for one question. Is there a question? Yes, there is. Okay. My name's David Hillman from Stamp Out Poverty. Thank you, and to the panelists. I just want to say that Stamp Out Poverty has worked with the French government to open up the space for a project called UNITAID, which was using aviation levies
to pay for health treatments, and since 2006 has raised $2.5 billion. And I will say this because a number of countries are working together to create the financial transaction tax, and the French government wants to use a part of the financial transaction tax to pay for climate change, for mitigation and adaptation, and we believe that will come through in the next few months. So that is not an answer, it is part of the set of solutions. I have to say why I'm making this intervention is that I'm very surprised by the premise of this session, that it would be okay to be making a suggestion when we, across the world, in the G20, one of the big things that are being fought for at the Addis Financing for Development conference is an intergovernmental panel working to make sure that companies pay their tax. It does seem extraordinary there should be a premise here which would be sending an absolutely appalling signal. Domestic tax mobilization is absolutely necessary in fighting poverty and climate change. That tax revenue is also totally necessary in the international spending that is done by countries, again, for development and for climate change. And I would be interested in the panel's views on that. I think it's up to me to respond to that. The current system has not delivered the $1 trillion a year that's necessary to get out of the mess that we're in. It simply hasn't done it. That's why we're even having this panel. So that's my response to that. We need to try something else. Anybody else have a comment? Je voudrais aller dans le sens de ce qu'a dit monsieur. La seule source de financement international qui permettrait de dégager des financements considérables, c'est une taxe internationale ou un système de cap and trade mondial sur la tarification du carbone. Juste quelques chiffres. On émet aujourd'hui 50 milliards de tonnes d'équivalent CO2. Si vous taxez à $20 ces 50 milliards, vous avez 1000 milliards de tonnes, 1000 milliards de dollars qui sont créés. La question de la COP21, c'est comment est-ce qu'on va redistribuer ces 1000 milliards. Le système de bonus-malus que nous proposons, qui n'est pas une taxe sur toutes les émissions, qui ne fait payer que les émissions au-dessus de la moyenne mondiale. Si je taxe à $1 la tonne, je lève 14 milliards de dollars par an. Si je taxe à $7 la tonne, je lève 100 milliards de dollars par an. Et j'ai financé la promesse de Copenhague. You've had the last word, it looks like. So we're out of time, and thank you very much for being here. You've heard, I hope, a different approach, one that I think will actually be widely adopted, to getting out of the global warming problem. Just one sentence. It does not require an international agreement. The massive investment required. Was there another comment? Oh, yes, please. Oui, je vais poser une question pour qu'on respecte la parité homme-femme. Je voulais savoir, parce que l'expérience marocaine sur le continent africain est très en avance dans les énergies renouvelables. Moi, je travaille pas mal sur le continent africain. Et là, ce qui est nécessaire, c'est qu'il y a des pays qui sont moins avancés que d'autres. Est-ce qu'il y a justement des partenariats, des échanges d'expériences? Je me souviens justement pour le forum qu'on a organisé à Dakhla, il y avait des femmes de Tanzanie, des gens qui disaient, mais sans cette expertise-là, nous ne l'avons pas dans nos pays, est-ce qu'on peut faire un échange d'expertise? Je pense que c'est vers ça aussi qu'il faudrait aller pour faire profiter des pays qui n'ont pas notamment des expertises techniques ou économiques, que des pays comme le Maroc sur le continent puissent partager leur expertise. Est-ce qu'il y a donc des politiques dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a des pays qui bénéficient déjà de votre expertise? Est-ce que les pays plus développés participent justement à cet échange d'expertise pour que des pays qui sont malheureusement dans un état de
encore pas très développés puissent aussi bénéficier de cette énergie renouvelable qui en fait concerne toute la planète. Merci. If you allow me just to raise a paradox, je vais parler en français, comme vous avez le cas. Je pense que monsieur le ministre a posé des questions qui méritent d'être débattues avant le COP 21 ici à Paris. Il y a un paradoxe. Le paradoxe, c'est quoi? L'Afrique n'a pas d'énergie. Et donc, il faut, comme le Sénégal, faire recours aux énergies fossiles, le charcoal. Parce qu'il faut avoir l'énergie pour permettre aux SMI, SMI de tourner. Il faut la transformation. Et nous sommes dans le contexte d'un plan qu'on appelle le plan Sénégal émergent, Emerging Sénégal. Pour avoir ça, il nous faudrait développer les SMI et les SMI. Et pour que ces SMI et SMI tournent for the real economy, nous avons besoin d'électricité, d'énergie. Et c'est la question fondamentale. Le deuxième paradoxe, les États, les économies fortes, les advanced economies, les économies avancées, qui sont capables aujourd'hui de mettre à travers le secteur privé un financement adéquat pour fournir à nos pays de l'énergie, sont beaucoup plus enclins à gagner de l'argent parce que ce n'est pas du bénévolat, c'est du secteur privé. Il leur faut investir pour avoir retour sur investissement. Ça, c'est le deuxième paradoxe. Le troisième paradoxe, pour ces États, nous, comme le dit le ministre, l'Afrique pollue pour moins de 4%. Et les pollueurs ne veulent pas payer parce qu'ils ont la puissance financière et la puissance économique. Donc, les trois paradoxes-là mériteraient, ici à Paris, dans la mesure où ces ateliers se situent en prélude de la préparation de COP21 ici à Paris, méritent d'être élucidés et méritent d'être débattus. Parce qu'on ne devrait pas venir avec des conclusions en décembre pour dire l'Afrique, retourner à l'Afrique. Bon, c'est dommage, je parle toujours de l'Afrique parce que je n'ai que l'Afrique et je suis là aussi pour porter la voix de l'Afrique. Il faudrait un réel plaidoyer pour ces économies faibles par rapport aux économies avancées. Je vous remercie. Thank you very much. Apparently we're being thrown out of here because we're out of time. So thank you very much for coming. Robert. Oh, there's time for another question? Robert, juste Robert. Coucou, par là. Oh. Just allow me to answer quick answers to the questions. Oui, alors merci d'avoir posé la question. Qu'en est-il du partage de l'expérience marocaine en Afrique? Elle est clairement illustrée par l'action de Sa Majesté le Roi Mohamed VI qui va en Afrique régulièrement, qui donne ses instructions. Les coopérations entre le Maroc et les pays africains se développent de jour en jour sous son égide et sous son je veux dire, pas son contrôle, mais c'est vraiment sous son patronage. Et croyez-moi, tout le monde y souscrit. Tout le monde, il suffit qu'ils le disent pour que tout le monde y souscrive. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Des cas de coopération très concrètes aujourd'hui au Sénégal sont engagés, en Côte d'Ivoire, etc. Et ça ne fait que continuer. Par ailleurs, la coopération, s'agissant du secteur de l'énergie, nous connecterons Rabat à Dakar. C'est quelque chose qui est sur les rails et qui se fera. Donc je veux dire, la réponse elle est oui, le partage d'expérience se fait, elle se fait dans la fraternité, dans un esprit d'échange et de collaboration et de co-développement commun. Monsieur, je vous félicite de parler d'Afrique, parce que l'Afrique est très importante et je suis d'accord avec vous sur tout ce que vous avez dit. Aujourd'hui, les pays occidentaux ont beaucoup investi, beaucoup pollué, mais parce que c'est pas intentionnel, mais c'était ainsi. L'évolution des technologies, l'histoire, etc. a fait que quand la voiture a été créée, ben, ça a pollué, mais tout le monde était bien content d'avoir des voitures, etc. C'est vrai que dans le passé, les pays occidentaux, les États-Unis, etc. ont émis beaucoup plus que l'Afrique, mais ils ont utilisé et profité de ces systèmes-là. Aujourd'hui, il est temps et il est important que, je dirais, les pays riches acceptent de transférer
de l'argent pour que l'Afrique puisse se développer correctement, en prenant les bons trains, c'est-à-dire les bons choix technologiques. S'agissant des énergies, par exemple, eh bien les énergies renouvelables, ça c'est un coût. Imaginons que l'Afrique fasse la même chose. Vous vous imaginez? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pour que l'Afrique ne fasse pas la même chose, il faut l'aider à le faire. Et il n'y a rien à discuter par rapport à ça. C'est une obligation aujourd'hui pour tous. Sinon, on tue notre planète. C'est véritablement ça. Pour les crédits carbone, moi je ne suis pas très fanat des crédits carbone parce que l'histoire a montré que les moteurs de financement utilisés jusque-là, il a suffi que la cotation des chiffres des carbones, des unités de carbone tombe pour que beaucoup de projets fassent faillite du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Et qu'il y ait beaucoup d'argent qui perdent de l'argent. Beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent. Et une règle comme vous la proposez semble séduisante. Maintenant, il faut y réfléchir. Il faut réfléchir surtout à ses modalités. Ne pas oublier que les unités de carbone ont été trustées par la Chine de manière immodérée, privant des pays africains, etc., d'accès. Donc il faut mettre en place des mécanismes, mais qui prennent en compte l'octroi de ces fonds aux pays qui en ont vraiment besoin. Et pour moi, s'il y a bien un endroit dans la planète où qu'il faut prendre en considération, c'est l'Afrique. Juste un mot pour aller dans votre sens. Sur le CDM auquel vous faites des références, le Clean Development Mechanism, j'ai été assez favorable au développement du CDM lorsqu'il y a 15 ans, on négociait ces choses-là au protocole de Kyoto. Maintenant, je suis tout à fait hostile au développement du CDM, car effectivement, c'est un jeu de dupes. Vous avez dit une chose tout à l'heure qui, je crois, est très importante. Il faut qu'on réévalue le risque auprès des investisseurs. Quelle est la meilleure façon d'envoyer le bon signal sur le risque à l'investisseur? C'est de taxer le carbone dans 3-4 ans. Car vous verrez que les choix d'investissement ne sont pas du tout les mêmes. May I jump in here? Okay. May I jump in here? Yeah. I just mentioned earlier that Shell is investing 8-point-something billion to drill where they shouldn't be drilling in north of Alaska in the Arctic. That oil will not be available for 15 years from now. No one in this room, no one in Shell, no one on this planet knows what the price of oil will be in 15 years. How could you possibly say that we need a price signal when no one knows what the price is going to be in 15 years? The question is not what the price signal is. The question is simply a decision of people to invest in something. Shell has decided it's going to invest in this terrible thing that they're going to do. That's all. That's my view on it. On est d'accord? Mais ça veut dire que Shell n'anticipe pas le prix du carbone. Si Shell avait si un mécanisme international rendait crédible le système de taxation du carbone demain, avec un mécanisme d'augmentation du coût de l'émission de gaz à effet de serre, les flux d'investissement seraient totalement différents pour le charbon, pour le gaz et pour le pétrole. S'il vous plaît, moi je voulais juste rebondir sur ce que vous venez de dire et je voulais profiter de la présence à la fois du ministre Baldé et de vous, Monsieur Barodi, pour qu'on ait des exemples concrets. Puisque vous vantez à juste titre du reste les tournées africaines de Sa Majesté le Roi, que l'on apprécie beaucoup, je parle des tournées africaines notamment, mais quels sont, en exemples précis sur le terrain, s'il vous plaît, la coopération entre le Maroc et le Sénégal? Et puis là-dessus, j'aurais souhaité que Christian de Pertuis puisse rebondir et nous donne et livre son regard d'économiste sur justement ces échanges et ces coopérations. De la sous-région, avec un Maghreb effectivement en avance, bien évidemment, exemplaire pour certains, et puis une Afrique qui ne demande qu'une chose, c'est d'apprendre, de retenir et de dupliquer. Et elle le fera évidemment très bien. La coopération entre le Sénégal et le Maroc est multiforme. C'est dans beaucoup de domaines. C'est dans, je pense, quand le roi est venu au Sénégal, nous avons signé au moins une quinzaine
d'accords qui passent de l'agriculture, parce que le plan Maroc vert et le plan agricole marocain a beaucoup intéressé le Sénégal. C'est des coopérations aussi dans le domaine du tourisme, de la santé, de la formation, surtout de la formation professionnelle. Mais dans le domaine de l'énergie, quand même, je n'ai pas souvenance. Je pense qu'il n'y a pas encore un partenariat important. Peut-être c'est cette question qui nous concerne aujourd'hui. Mais il y a de bonnes perspectives puisque le monsieur du Maroc, nous savons aussi également que le Maroc, quand même, en matière d'énergie renouvelable, a un pas en avance. Nous avons beaucoup échangé avec ma collègue Akima, Madame Akima Haïté, par rapport en tout cas sur les énergies renouvelables. Récemment, il y a eu à Marrakech un important atelier justement sur les mécanismes du carbone auquel nous devrions prendre part. Mais je pense que le Maroc joue son rôle par rapport en tout cas à ce leadership. Le Maroc a un ministre très engagé en matière d'environnement et de changement climatique. Ils ont même un centre de référence en matière de climat. Donc du point de vue quand même formation, du point de vue en tout cas capacitation technique liée au climat, le Maroc se positionne en Afrique et des pays comme le Sénégal bénéficient beaucoup de ce positionnement marocain dans un contexte de négociation où la formation est extrêmement importante en matière de climat. Et ça, il y a une faiblesse constatée au niveau du reste de l'Afrique en matière, en tout cas, sur les politiques climat. Voilà, merci. Quelques mots pour compléter la réponse à votre question. Il y a des accords de coopération entre nos établissements bancaires très, très rapprochés. Et ce n'est pas un hasard, ça prépare les marchés, ça prépare les mécanismes de financement, ça prépare les routes financières pour amener les capitaux au Sénégal et pour permettre le développement des projets. Ça ne peut pas se faire ex nihilo. Il est important que les conditions de développement se mettent en place. C'est ce qui est déjà anticipé. Le Maroc est en train de se préparer aussi justement à développer cette coopération. Commençons par moi-même. Nous avons développé aujourd'hui un modèle d'une société d'investissement énergétique. Le modèle est en place aujourd'hui. Très clairement, ce modèle est tout à fait transposable et partageable. Nous sommes prêts à échanger par rapport à ça. On a déjà initié certaines premières discussions, car nous avons essuyé les plâtres. On a essuyé ces plâtres-là, il y a des erreurs à ne pas commettre, on en a commis quelques-unes. C'est du temps de gagner, et nous avons besoin de ces raccourcis, nous avons besoin de partager nos erreurs pour aller plus vite collectivement. C'est vraiment dans cet esprit-là que c'est fait. Donc, beaucoup de choses sont faites pour la coopération et très concrètes entre le Maroc et le Sénégal en particulier. Un exemple très simple, le droit au travail au Maroc et au Sénégal, pour un Sénégalais au Maroc, c'est comme un Marocain, et pour un Marocain au Sénégal, c'est comme un Sénégalais. Ça travaille la main dans la main. Si je peux rajouter un mot, moi je pense que cette coopération sud-sud est absolument essentielle. Et je pense que nous autres occidentaux avons beaucoup à apprendre de votre expérience, notamment sur le développement des renouvelables. Parce que chez nous, l'un des gros problèmes du renouvelable, c'est qu'on veut mettre le renouvelable dans un système de réseau très développé, d'infrastructures, qui n'a pas été conçu pour ça. Or que vous, comme pour la téléphonie mobile, comme il était dit tout à l'heure, vous avez la possibilité de construire directement des systèmes nouveaux, basé fondamentalement sur le renouvelable, sur d'autres formes d'énergie, et je pense que cette coopération sud-sud, c'est vous qui allez nous apprendre comment est-ce qu'on peut au mieux utiliser les renouvelables demain. Je dis un mot quand même, parce que je travaille dans une université, je dirais que dans le master que nous avons créé, Énergie, Finance, Carbone, nous avons 40% d'étudiants étrangers, chaque année un petit contingent de Marocains, et je ne connais pas exactement le nombre de Sénégalais, mais un certain nombre d'étudiants d'Afrique francophone qui viennent chaque année, et je pense que là peut-être nous avons un petit rôle aussi de jouer au niveau de la formation. Thank you so much. Apparently we really have to leave.
I think we could go on and talk about this for another hour or two. I just want to add, since I'm the moderator of this thing, and I suggested this idea to George and written a few articles on it, I believe that COP21, which is coming up, so this is my closing pitch here, I believe that COP21, the end of this year, could actually be a big success, exactly as it is shaping up. Because what's going to happen is every country is going to declare some kind of target for carbon reduction. They're all going to do that, or most of them will. All that has to happen is those targets should be translated into renewable energy portfolio standards. That's easy to do, relatively easy to do. And they declare them. That's all they have to do. Then, if we encourage those countries to, the ones that want to do it, to tax shelter renewable energy investment, they'll meet those quotas. They'll actually fill up those quotas, and they'll do it fast. And what we will have then is a race between countries to meet the quotas. By the time COP22 happens, some of the countries will have already met those quotas because wind turbines and photovoltaic installations can be thrown up in a matter of months if you get the permit. I'm sorry, I didn't hear. Tax on the parole, yes. Okay, well, if Gabby is saying we're talking too much, then I guess that's it. When he says we're talking too much, that's serious. Okay, so thank you very much.